Je pense qu'on va pouvoir commencer à y aller. J'espère que tout le monde voit bien mon écran partagé donc avec vous. Vous découvrez ici, peut-être certains pour la première fois, l'interface d'Optix Pro. Ici, c'est l'interface Windows. Il fallait faire un choix. Bon, on a fait celui de Windows. Il faut savoir que l'interface Mac est esthétiquement différente, mais du point de vue des fonctionnalités, elle fonctionne de façon identique. Donc, si vous êtes sur Mac, n'ayez aucune inquiétude. Vous retrouverez sans aucun problème vos petits et tout ce que vous aurez pu voir aujourd'hui. Avant de commencer la présentation du logiciel, on va passer quelques minutes sur une présentation de sa philosophie qui est un peu spéciale, hein, même si vous êtes habitué au logiciel de développement des fichiers RAW. Optix Pro a un certain nombre de spécificités et une philosophie particulière qu'il est important de présenter au préalable, car vous verrez ensuite comment l'organisation générale du flux de travail et puis les fonctionnalités s'inscrivent dans ce contexte général et très spécifique. Donc, Optix Pro, c'est un logiciel de traitement d'image, hein, évidemment, comme il en existe beaucoup avec des spécificités. Il y a d'un côté les éditeurs d'images, de l'autre les logiciels de traitement des fichiers RAW, que moi j'appelle développement des RAW, parce que je trouve que l'analogie entre le format RAW et le négatif argentique est très pertinente. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que certes, Optix Pro est un logiciel de développement des RAW, mais en réalité, il fonctionne parfaitement avec les fichiers JPEG. Si vous travaillez en JPEG, eh bien, Optix Pro s'adresse parfaitement à vous également. Si vous êtes passé récemment au format RAW et que vous avez des milliers de fichiers JPEG dans votre photothèque, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir toutes les faire passer à la moulinette Optix Pro. Il y a quelques restrictions d'utilisation, c'est-à-dire que quelques fonctionnalités ne sont pas pleinement utilisables sur du JPEG, contrairement aux fichiers RAW, mais considérez que pour l'essentiel, ce qui est faisable avec du RAW l'est également sur du JPEG. Donc ça, c'est la première spécificité que partagent d'ailleurs les autres logiciels de développement, hein, c'est-à-dire le traitement aussi bien des RAW que des JPEG, dans un flux de travail qu'on appelle non destructif. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais en quelques mots, un flux de travail non destructif, que ce soit qui s'adresse aussi bien au RAW qu'au JPEG, c'est que l'image originale n'est jamais modifiée. Quoi que vous fassiez, jamais le logiciel ne va modifier l'image originale. Les modifications, toutes les corrections, les ajustements que vous pourrez faire sur votre image sont enregistrés de façon paramétrique dans un petit fichier texte de métadonnées. Je vais vous montrer là l'exemple. Donc, on voit le dossier ici dans l'explorateur Windows des images dont vous voyez les vignettes en dessous. Et à côté de ces images, on voit des petits fichiers qui ont exactement le même nom et qui ont une extension .dop. On peut même s'amuser à en ouvrir un. Donc là, c'est vraiment juste par curiosité. Et on voit que c'est un fichier texte qui possède on voit ici le nom des réglages et puis les valeurs. Donc bon, c'est pas la peine de passer du temps, c'est juste pour votre curiosité. Et donc dans ce petit fichier de métadonnées sont enregistrés
tous les réglages que vous faites, ce qui veut dire donc que le flux de travail est très différent d'un éditeur d'image classique. D'ailleurs, si vous allez dans Fichier et que vous cherchez Enregistrer sous, eh bien, vous ne trouverez pas parce que vous ne pourrez pas enregistrer l'image. Et d'ailleurs, ça serait inutile puisque toutes les corrections que vous allez faire sont enregistrées en temps réel, donc dans ce petit fichier texte de métadonnées qu'on vient d'ouvrir. Donc vous pouvez même cliquer sur la croix et tout ce que vous aurez fait sera enregistré et vous le retrouverez exactement dans l'état où vous l'avez laissé lorsque vous ouvrirez le OptiX Pro la fois suivante. Donc ça c'est aussi une spécificité forte des logiciels de développement en général et d'OptiX Pro en particulier, et c'est un avantage considérable pour les fichiers JPEG parce que voilà, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer une modification, donc d'écraser le fichier original, ce qui fait que tout est tout le temps réversible à tout moment. Là, je ferme la parenthèse. Je pense que ce sujet fera l'objet d'un webinaire spécifique ultérieur sur les usages avancés. Donc l'autre spécificité d'OptiX Pro, ce sont les modules optiques. Parfois même, le nom de DxO est associé de façon presque exclusive à ces modules de correction optique. Il faut dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisque aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a plus de 5000 modules optiques qui ont été produits par DxO Labs. Qu'est-ce qu'un module optique? Eh bien, c'est un module qui est issu de la caractérisation de tous les objectifs qui vont mesurer, donc cette caractérisation va mesurer les défauts optiques, distorsion, vignettage, aberration chromatique, donc ça ce sont les 3 défauts classiques, mais aussi va mesurer le piqué de l'image, et ça c'est une exclusivité d'OptiX Pro, c'est-à-dire que le logiciel va être capable de rendre homogène le piqué de l'image sur l'ensemble de l'image. Or, vous devez savoir, si vous possédez des zooms, c'est quelque chose qui est moins net sur une focale fixe, mais sur un zoom, on sait très bien que le piqué s'affaiblit à la périphérie de l'image, donc sur les bords, dans les coins. Et grâce à cette fonctionnalité donc unique, eh bien, la netteté est homogénéisée sur l'ensemble de l'image, et ensuite le niveau global de netteté peut être réglé via un curseur. On verra ça tout à l'heure. Je fais tout de suite un gros warning. Il faut absolument que vous reteniez ça. Il n'est absolument pas nécessaire qu'un module optique soit disponible pour pouvoir utiliser OptiX Pro. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une idée fausse que j'ai entendue tellement de fois que je me demande si elle n'est pas plus prégnante que la vérité. La vérité, c'est que OptiX Pro n'a pas besoin des modules optiques. Les modules optiques sont un plus important, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que même quand un module optique n'est pas disponible, eh bien, vous allez pouvoir développer votre image de façon tout à fait satisfaisante. Vous n'aurez juste pas accès à ces corrections des défauts optiques automatiques, et à la place, vous sont fournies des palettes de réglages manuels, comme dans bien d'autres logiciels, enfin pas tellement d'ailleurs, hein. Donc voilà, retenez que ces modules optiques, c'est une spécificité forte, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Même si vous avez un boîtier qui n'est pas pris en charge, si vous avez utilisé un objectif qui ne dispose pas de module, eh bien ne vous inquiétez pas, tout le reste du logiciel est pleinement utilisable. En revanche, si vous shootez en RAW et que votre boîtier n'est pas pris en charge, là en revanche, OptiX Pro ne sera pas utilisable, mais bon, il faut savoir que la quasi-totalité des boîtiers pouvant shooter en RAW est aujourd'hui pris en charge, et que
la réactivité de DxO Labs est devenue très importante. Aujourd'hui, il ne faut quasiment plus attendre pour que un nouveau boîtier soit pris en charge et donc que le logiciel soit complètement utilisable. Donc voilà, ça c'est vraiment la seule condition. En revanche, en JPEG, même si votre boîtier n'est pas pris en charge, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser le logiciel. Donc ça, il y a une seule contrainte. Il ne concerne que le format RAW. Il faut que le boîtier soit pris en charge. Mais voilà, l'immense majorité des boîtiers sont dans ce cas-là. Là, j'ai une image, j'ai mis dans le dossier que j'ai préparé pour ce webinaire, une image qui est justement dans ce cas-là. Là, on ne voit même pas avec quel boîtier elle a été prise. En réalité, c'est un très vieux bridge avec lequel je travaillais il y a pas mal d'années, quand je ne pouvais pas faire claquer mes réflexes dans les salles de théâtre. D'ailleurs, on va en profiter pour commencer à observer. Je pense que j'ai quasiment tout dit sur mon préalable. Non. Je voulais aussi parler des automatismes, qui est l'autre spécificité très forte d'Optix Pro. Le logiciel vous propose pour une grande partie des fonctionnalités une valeur par défaut qui ne devrait, de mon point de vue d'ailleurs, pas tellement être appelée par défaut, car elle est individualisée par image en fonction donc de la caractérisation qui a été faite, donc du capteur, de l'objectif quand c'est nécessaire, mais aussi pour certaines fonctionnalités d'une analyse très précise de l'image. Et sur cette multiple base-là, Optix Pro vous propose un réglage par défaut. Donc comprenez bien que cette notion de par défaut est un peu particulière ici. C'est pas du par défaut toutes les images curseur à 25, quel que soit l'image. Donc non, c'est du défaut individualisé, entre guillemets. Ce défaut d'ailleurs là, on le retrouve dans les autoréglages. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Celui qui est actuellement utilisé, c'est DxO par défaut V2. DxO Labs a choisi de conserver certains réglages par défaut antérieurs pour que ceux qui étaient habitués le retrouvent. Mais a priori, c'est cette valeur-là que vous devez utiliser. C'est celle qui est inscrite par défaut dans les préférences du logiciel. Voilà, dans l'onglet général. Le résultat de ces réglages automatiques, c'est en général un mot que j'aime pas beaucoup, parce que souvent, en tous les cas, pour le boîtier, avec les mots de scène, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'évite, parce que vous laissez une machine finalement prendre des décisions qui vous reviennent. S'agissant d'Optix Pro, je peux vous assurer que c'est un avantage considérable à deux titres, et en tous les cas pour deux catégories de photographes. La première catégorie, ceux qui sont éventuellement un peu réticents à passer beaucoup de temps derrière leur ordi à régler, à peaufiner leurs images, et bien grâce à ces automatismes, ils pourront, s'ils le désirent, ne rien faire d'autre que ouvrir le dossier de leurs images et les marquer et puis les exporter directement sans aucun traitement. Ils auront comme ça un résultat qui sera la plupart du temps très supérieur à leur JPEG direct. Donc c'est aussi une incitation à shooter en RAW pour ceux qui sont un peu réticents, qui ont l'impression que c'est compliqué, ou en réalité c'est pas compliqué du tout. C'est même souvent plus simple lorsque on a des retouches à faire. Les retouches d'un RAW, on ne peut pas appeler ça retouche, c'est un développement, mais donc, le développement l'interprétation d'un fichier RAW est souvent beaucoup plus simple à réaliser que du bricolage de JPEG dans un éditeur d'image, image par image. Donc voilà. Et puis évidemment, ces automatismes ne sont pas nécessairement une fin en soi. Pour tous les utilisateurs
qui ont en tête une idée précise de ce qu'ils veulent obtenir ou qui ont envie de faire des réglages créatifs, eh bien, ce résultat automatique, ce rendu automatique constitue un très bon point de départ à partir duquel ils vont pouvoir eh bien, essayer de rapprocher l'image de ce qu'ils avaient imaginé, enfin de leur projet photographique, ou eh bien, partir dans des interprétations un peu plus créatives. Donc voilà, cette fois-ci, je pense que j'ai terminé sur la présentation de la philosophie et des spécificités du logiciel. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai sélectionné pour ce premier webinaire une série d'images destinées à illustrer les réglages proposés par le logiciel. Donc on va commencer par parler du flux de travail. Le logiciel est organisé selon la chronologie logique du flux de travail, c'est-à-dire en premier lieu l'organisation des images qui comporte éventuellement un editing. Vous revenez d'un shooting avec plusieurs centaines d'images, eh bien vous allez vouloir les regarder les unes après les autres, éventuellement supprimer celles qui sont ratées. Donc vous voyez, je vais agrandir un petit peu la visualisation de l'explorateur d'images. Vous voyez que ici, il y a une petite poubelle, il suffit de cliquer là pour supprimer une image, ça va très vite. Vous avez aussi un système de classement, vous pouvez les noter par étoile. Et ensuite, d'ailleurs, grâce aux outils de tri des images et au filtre, vous pourrez n'afficher, par exemple, que les images ayant été notées 3 étoiles, ou etc. Si vous avez un mélange d'images de JPEG et de RAW dans le dossier que vous êtes en train de traiter, vous pouvez par exemple décider de ne pas afficher les fichiers JPEG, donc vous décochez ici afficher les images RVB. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'outils pour vous aider à faire un editing, donc à faire une sélection d'images satisfaisante, et puis ben voilà, une fois que cette phase est terminée, il faut les traiter. Alors, on ne va pas y arriver tout de suite parce que vous voyez ici, c'est beaucoup de couleurs, du bleu, des fois il n'y a pas de bleu, rouge, vert. Alors, on va examiner d'un peu plus près les informations contenues dans chacune des vignettes des images. Donc, quand il y a une flèche rouge comme ça veut dire que un module optique est disponible mais n'a pas encore été téléchargé. Quand c'est vert, c'est que le module optique est disponible et tout est parfait. La flèche et l'étoile ici signifie que l'image est prête à être traitée en réalité, et elle ne l'est pas uniquement dans le cas rarissime que probablement vous ne rencontrerez jamais, où votre boîtier n'est pas encore pris en charge. Vous n'êtes pas obligé de télécharger manuellement les modules optiques. Le logiciel, donc là je vais revenir à la racine du disque dur, et puis je vais recliquer sur ma sélection d'images pour le webinaire, et on voit que le Optix Pro a analysé les images qui étaient présentes dans ce dossier et a trouvé qu'un certain nombre de modules optiques étaient disponibles, donc il me propose de les télécharger, ce que je vais faire. Donc je clique sur ce que je veux télécharger, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire, de choisir de ne pas télécharger un logiciel. Donc là, ça peut prendre un peu de temps selon le type d'objectif. Donc là, par exemple, c'était un zoom. Donc évidemment, il y a toutes les focales, les unes après les autres, qui sont caractérisées. Le module est un peu plus lourd. Mais ça va relativement vite, et c'est de toute façon à faire une seule fois. C'est-à-dire qu'ensuite, quand
le logiciel va tomber sur une image prise avec ce boîtier et cet objectif, eh bien, le module sera présent et il affichera un cercle rouge. Donc, voilà. Donc là, tous les cercles, toutes les flèches rouges sont passées en vert. Tous les modules ont été chargés, ce qui veut dire que donc les fonctionnalités d'Optix Pro vont être pleinement utilisables. Quelques mots sur cette interface je vais me remettre sur mon image de départ. L'interface donc du module d'organisation. Vous avez, normalement, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir en permanence cet avertissement qui stipule que pour 3 corrections, les aberrations chromatiques, la netteté de l'optique et la suppression du bruit, eh bien, elles ne seront pas visibles lorsque l'image est visualisée et est ajustée à la taille de l'écran. La limite étant un pourcentage de 75%, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de gagner beaucoup en fluidité d'affichage et c'est de toute façon des corrections qui sont extrêmement localisées, donc qui n'auraient pas un impact visible correct en affichage d'image complète. Donc, quand vous zoomez dans l'image, eh bien, surveillez le pourcentage ici. À partir de ce moment-là, de ce niveau d'affichage, donc l'avertissement s'en va puisqu'on a dépassé le seuil de 75%, et là, les 3 corrections en question sont appliquées. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est un peu énervant au bout d'un moment, donc c'est très simple hein, pour le supprimer quand vous avez bien pris conscience qu'un certain nombre de choses ne seront pas visualisées, notamment la suppression du bruit, car dans les images très bruitées, alors même que vous avez activé la suppression du bruit, vous avez l'impression en visualisation, en image pleine page comme ça, qu'il est toujours présent. Oui, il est toujours présent, mais en réalité, il est potentiellement supprimé, ce que vous verrez lorsque vous aurez dépassé ce seuil de 75% d'affichage. Donc, pour supprimer cet affichage, c'est simple, vous avez un bouton et vous n'entendrez plus jamais parler. Mais ne le faites que quand vous serez imprégné de cette information-là. Voilà. Sinon, eh bien, vous avez une possibilité de visualiser plusieurs images ou l'image avant-après dans le même dans la fenêtre centrale. La main pour le déplacement, bon là évidemment ça ne va pas se déplacer beaucoup, mais voilà. Même si vous n'avez pas la main, mais le curseur qui lui fait un avant-après en cliquant sur l'image, eh bien il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et vous retrouvez la main et vous pouvez déplacer votre image comme vous le voulez. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de palettes puisqu'on n'est pas encore dans le module de personnalisation. Elles vont arriver. Ici, la seule chose qui est modulable, en fait, c'est l'explorateur d'image qui peut être détaché. Donc c'est très simple, il suffit de cliquer sur CTRL-U. Et si vous disposez d'un double écran, ben, comme moi ici, voilà, il suffit de mettre l'explorateur d'image sur le deuxième écran et vous avez un espace beaucoup plus vaste pour travailler. Alors pour le remettre, soit vous refaites CTRL-U, soit vous glissez tout simplement l'explorateur dans la... Ça fonctionne un peu comme pour mettre une pièce jointe d'un Gmail pour ceux qui l'utilisent. Donc voilà, c'est très simple, mais ouais, voilà, ça peut être précieux dans certaines circonstances où on a besoin de vraiment voir l'image la plus large possible. La copie virtuelle, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais bon, juste quelques mots. Vous pouvez dupliquer une image. En réalité, ce n'est pas une duplication physique, mais une duplication logique. De la même manière que vous voyez
on l'a vu, les modifications sont enregistrées dans ce petit fichier de métadonnées. Eh bien, en réalité, cette duplication d'image ne se traduit que par une augmentation de la taille de quelques kilooctets de ce fichier de métadonnées. Utiliser les copies virtuelles, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous êtes arrivé à un stade de traitement de votre image dont vous estimez que c'est la base sur laquelle vous ne reviendrez pas, et puis là vous avez envie d'essayer d'autres choses, mais pas d'être obligé de revenir en permanence sur ce que vous avez fait pour essayer autre chose. Donc vous pouvez dupliquer l'image à l'infini, et puis essayer sur une version de l'image des réglages, sur l'autre d'autres, et puis éventuellement les comparer avec les systèmes d'affichage multiples. Voilà, bon, on n'en dira pas plus aujourd'hui. Ici, vous avez traitement des images sélectionnées, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'automatisme. Cette barre, vous l'aurez en permanence, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le logiciel. Vous voulez exporter la totalité de vos images sans avoir fait le moindre réglage. Vous faites CTRL A pour les sélectionner toutes. Vous traitez les images sélectionnées et c'est parti. Et le logiciel va produire un fichier JPEG ou TIFF ou DNG. On verra dans le module traité comment paramétrer le format d'exportation de l'image. Car oui, on parle bien ici d'exportation de l'image et non pas d'enregistrement de l'image. L'exportation de l'image, c'est simplement l'application de vos traitements sur l'image d'origine, qui peut être donc un JPEG ou un RAW, et qui produit donc une image au format bitmap, donc JPEG, RAW, ou même DNG linéaire si vous voulez, mais c'est une autre image, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le flux de travail est non destructif, il ne touchera jamais votre image originale. Voilà, je pense à peu près ce que je voulais vous dire sur le module d'organisation. Non, je voulais aussi vous parler justement de l'organisation proprement dite. Ici, je suis en mode explorateur de fichiers. Si vous avez la version 6 d'Optix Pro ou une version antérieure et que vous n'avez pas encore récupéré la version 7, vous allez voir des changements assez importants et de mon point de vue plus que pertinents de l'interface. Il y a un module de visualisation qui n'était pas vraiment optimal, qui a disparu pour laisser sa place donc à un système beaucoup moins contraignant et plus efficace, donc d'exploration d'images. Auparavant, on était obligé, pour traiter des images, de les mettre manuellement dans un projet. Donc, alors le projet n'est absolument pas abandonné. Je rassure tous les utilisateurs qui étaient sur la version 6, ils pourront continuer à travailler comme ça, à ceci près que l'utilisation de projet n'est plus obligatoire, elle est facultative. C'est si vous le jugez pertinent, intéressant, et ça peut l'être dans bien des situations. Par exemple, imaginons que vous désiriez fabriquer un livre photo, donc vous allez récupérer des images issues de plusieurs shootings différents. Eh bien, il suffit de les placer dans un projet, ce qui se fait de manière simple. Imaginons que là, je désire mettre ces 4 images dans un projet. Je fais un clic droit sur l'image et je mets ajouter la sélection courante. Alors là, je n'ai préparé qu'un seul projet qui s'appelle webinaire, mais vous pouvez avoir toute une liste à votre disposition. Donc comment on accède au projet? Tout simplement en cliquant là. Donc moi ici je n'en ai qu'un, mais c'est extrêmement simple pour en créer un nouveau. Vous cliquez sur plus, vous le renommez, et voilà. Et donc vous aurez un nouveau projet comme ça, dans lequel vous allez pouvoir rassembler des images éventuellement hétérogènes qui n'ont pas été prises le même jour ou qui n'ont pas été rangées dans le même dossier. Un petit mot pour les utilisateurs de la version 6. Pour l'instant,
la conversion des projets V6 en projet V7 n'est pas disponible, justement du fait de les modifications très importantes de l'interface d'organisation et de visualisation des images. Elle devrait l'être normalement au tout début janvier, donc probablement dans la version 7.2. Bon, voilà, je pense que cette fois-ci, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur ce module d'organisation. Donc après avoir trié, sélectionné ces images, on passe dans le module de personnalisation. Donc là, on va réellement faire les réglages sur l'image. Donc je remets mon image témoin. Si vous ne possédez pas encore ou si vous n'avez pas téléchargé une version d'essai d'OptiX Pro 7, vous devriez vous retrouver dans cette situation-là, avec cet affichage-là, dans un espace de travail qui est nommé Premier pas. À mon avis, de mon point de vue, il aurait dû s'appeler autrement, plutôt les fondamentaux ou les essentiels, puisque cet espace premier pas qui a changé entre la version 6 et la version 7 est vraiment très intéressant, car il rassemble tous les réglages que vous ferez sur quasiment toutes les images. Aucune image ou presque n'échappe à un réglage de balance des blancs, à une compensation d'exposition, à un réglage de la luminosité, du contraste. On verra tout à l'heure quand on va dérouler les palettes. Et puis toutes les corrections optiques, alors, la plupart sont automatiques. Donc, normalement, si vous avez un module optique, vous n'aurez rien d'autre à faire que contempler, émerveiller le résultat. Bon, sinon, il y aura un peu de travail manuel à faire. Donc voilà, en fait, ici, on a les essentiels. Et d'ailleurs, je vous suggère, même si vous êtes un utilisateur expérimenté, d'utiliser cette interface dite premier pas, tout simplement parce que les fonctions sont rangées de façon thématique et je trouve très pertinente, alors qu'elles sont dans l'interface qu'on verra tout à l'heure expérimentée, elles sont un peu diluées dans l'ensemble des palettes. Donc ne considérez pas cet espace premier pas comme un espace pour débuter qu'on essaiera d'oublier très vite une fois la maîtrise globale du logiciel venue, mais vraiment comme quelque chose dont vous pouvez vous contenter la plupart du temps lorsqu'il n'y a pas de choses très spéciales, des perspectives à redresser, un traitement de type HDR mono-image, quoique il est parfaitement disponible ici. Il suffit de voir, il est là, hein, le HDR single shot. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles via les autoréglages. Donc voilà, ça c'est au choix. Vous pouvez choisir de passer d'un espace à l'autre en vous simplifiant la visualisation de l'essentiel dans cet espace premier pas qui est voilà qui est vraiment à conseiller. Donc, eh bien, on va commencer à dérouler un peu les palettes. Vous retrouverez donc cette barre d'outils partout. Elle était déjà dans le module d'organisation. Ici, dans le module de personnalisation, vous allez la retrouver. De même, le module, la barre d'outils. Oui, il y a des petites choses dont je n'ai pas parlé, mais bon, ça ne sera pas au programme de ce webinaire. C'est que vous pouvez exporter directement les images de sortie vers Flickr ou vers Lightroom si vous possédez les deux logiciels et que voilà, vous avez pris l'habitude de cataloguer vos images dans Lightroom. On verra aussi dans un autre webinaire qu'il existe un flux de travail combiné entre Lightroom et DxO, mais bon, c'est pas, on n'aura pas
assez de temps aujourd'hui pour évoquer cette question. Donc commençons donc avec cet onglet. On voit qu'il y a un histogramme, c'est toujours précieux de surveiller son histogramme. Il permet aussi d'afficher les zones bouchées, donc on voit ici les zones bouchées de l'image, et ou les zones brûlées, donc en surexposition. Ça vous permet de vérifier que le rendu sera correct. La première tâche, en général, qu'il y a à faire, c'est le réglage de la balance des blancs. C'est un outil qui est ici très classique, qui ne se différencie pas de ce qui existe par ailleurs. Donc on a deux curseurs de réglage de température des couleurs et des teintes. On a aussi une pipette de balance des blancs qu'on va essayer d'utiliser tout à l'heure. Et puis évidemment les classiques pré-réglages de balance des blancs qu'on retrouve en général à l'identique sur les boîtiers sous forme de pictogramme. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la pipette de balance des blancs, même si dans notre exemple ici, ça va pas être très simple de trouver une zone censément neutre. On va essayer à cet endroit-là, et donc on voit que, immédiatement sur l'image résultat que la dominante a été neutralisée. Alors, on n'est pas obligé de neutraliser la dominante, c'est-à-dire que finalement, est-ce que vos yeux ont plus vu ça que ça? Vous seul pouvez le dire. Donc le réglage de la balance des blancs, en tous les cas la neutralisation de la dominante n'est pas une obligation. Ici, par exemple, on peut penser que un peu plus de chaleur dans l'image serait appréciable par rapport à la neutralisation pure de la balance. Ce que vous pouvez faire ensuite, en tirant donc ce curseur, vous pouvez aussi ajuster la dérive des couleurs sur l'axe vert magenta. En général, il n'y a pas trop à toucher ça, c'est-à-dire que la pipette des blancs s'est chargée de faire ce travail-là. Donc voilà, hein, je vais remettre l'image en affichage plein écran. Donc là, avec la balance des blancs corrigée, on voit d'ailleurs que oui, on voit en fait beaucoup d'effets, y compris un effet de distorsion, tout simplement parce que j'ai laissé cocher tous les réglages par défaut. Donc là, je vais les décocher pour qu'on puisse suivre voilà, pour qu'on puisse suivre la progressivité des réglages et constater de visu leur effet de façon individuelle et non liée à celle des autres. Donc on continue après la balance des blancs, donc on peut refermer. Oui, alors pour ouvrir une palette, il suffit de cliquer sur le nom ou de cliquer sur le petit triangle. La compensation de l'exposition, donc on va cliquer dessus. Là, il ne se passe rien, tout simplement parce que on est en mode manuel et qu'on a fixé ça à 0. Donc voilà, la seule différence avant-après correspond au réglage de balance des blancs. Il y a plusieurs possibilités pour régler la compensation de l'exposition, qui est en réalité une récupération des hautes lumières. Vous pouvez rester en manuel et donc eh bien là visiblement si on clique sur l'icône de décrétage des hautes lumières, on voit qu'effectivement il y en a ici. Bon là on aura du mal à les récupérer même en RAW. Il y en a là ici, donc il est évident que cette image mérite d'être réglée en diminution de manière à faire disparaître
non pas tout parce qu'on n'y arrivera pas, mais tous les écrêtages qui sont problématiques dans l'image. Alors donc voilà, on peut faire ça manuellement ou utiliser des pré-réglages automatiques. Là encore, ce sont des automatismes intelligents, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que les valeurs ne seront pas les mêmes selon les images utilisées. Donc là, je choisis ici la valeur priorité haute lumière léger, donc l'automatisme léger, qui produit une réduction de l'exposition d'un demi-IL. En moyen, on a une valeur un peu supérieure. Et en fort, alors là, il y est allé franchement, c'est-à-dire qu'il a vraiment essayé de récupérer les hautes lumières au maximum. Là, on se dit, bon, c'est bien de récupérer les hautes lumières, mais c'est un peu le drame dans les basses lumières. Si on clique sur l'affichage des zones brûlées, voilà, il y en a beaucoup, et puis surtout, la luminosité globale de l'image a été fortement affectée. Eh bien, heureusement, vient à la rescousse, donc là j'enlève l'affichage des zones écrêtées, il y a le DxO Lighting, qui a un nom un peu abscon, mais DxO Lighting HDR, considérer qu'il s'agit d'une compensation de la luminosité et du contraste, enfin, optimisation des tonalités. Voilà, je ne sais pas comment, s'il y a un terme plus pertinent que celui qui a été choisi par les développeurs du logiciel, mais voilà, c'est l'idée qu'il faut retenir. Et on voit que effectivement le redressement des tonalités est spectaculaire, puisque on a toujours les hautes lumières qui sont récupérées. On le voit ici, il n'y a quasiment pas d'écrêtage. Là, je viens de cliquer sur le bouton d'affichage des zones brûlées pour constater qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a plus. Mais en revanche, toutes les zones qui avaient été plongées dans une ombre dure ont été relevées. Donc vous pouvez aller plus loin. Alors, il y a plusieurs niveaux, là encore automatiques, où, oui, c'est ça, avec des valeurs adaptées à chacune des images. Donc là, c'était sur léger. C'est ce qui vous sera proposé par défaut, hein, léger avec une intensité de 70, avec un maximum de 100. Si vous voulez, vous pouvez considérer que l'image que vous voyez est un mélange entre la pure image produite par la compensation de l'exposition et puis une pure image produite par le DxO Lighting qui s'obtient à une valeur de 100. Voilà. Donc là c'est plus un mélange puisque l'une écrase l'autre. C'est pour ça que cette valeur de 70 est celle qui convient le plus souvent. Donc vous pouvez aller un peu plus loin avec un automatisme moyen qui va relever un peu plus encore la luminosité globale et un automatisme fort. Donc là c'est vraiment une question d'interprétation. Il n'y a pas de conseil à donner, d'autant que chaque image sera différente, demandera des réglages différents. Donc vous pouvez systématiquement laisser la valeur par défaut léger si cela vous chante. Et sinon, vous pouvez aussi diminuer l'intensité. Voilà, c'est par exemple ce que je fais pour ma part pour mes photos de théâtre, hein, parce que j'aime bien conserver des noirs profonds. Il y a souvent beaucoup de noirs dans une photo de théâtre. Et donc, pour ça, j'ai tout simplement créé un autoréglage à partir de ce réglage en particulier, c'est-à-dire conserver tous les automatismes, mais en modifier légèrement un, et il suffit ensuite de l'enregistrer dans le panneau on le verra tout à l'heure, j'espère, si on a un peu de temps, d'enregistrer son autoréglage et ensuite éventuellement
de l'enregistrer dans les préférences du système. Il y a beaucoup de réglages avancés dans ce tableau, dans cette palette de lighting. Vous pouvez prendre le contrôle du point noir, du point blanc. C'est pour ceux qui ont l'habitude de Photoshop, ce sont les niveaux. Hein. La luminosité avec un gamma, un rayon, une préservation des ombres et puis bien évidemment le contraste. Contraste global, mais aussi contraste local. Ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. On retrouve en général la notion de contraste local, surtout dans les logiciels de HDR, relativement peu dans les logiciels de développement des fichiers RAW ou de traitement d'images. Donc vous pouvez affiner ce rendu. Donc vous voyez ici la baguette magique. Hein, quand elle est noire, c'est que on est en réglage automatique. Et quand elle est grisée comme ça, c'est que vous avez pris la main sur le réglage et donc qui devient personnalisé. À n'importe quel moment, hein, vous pouvez cliquer sur ce réglage pour le faire revenir en mode automatique. Il y a aussi une autre solution, c'est tout simplement double-cliquer sur le curseur. Mais si vous double-cliquez sur le curseur, ça vous redonne la valeur par défaut, mais ça ne vous place pas le curseur en mode automatique. Donc pour ça, il faut également cliquer sur... alors, pourquoi est-ce que ça a vraiment de l'importance ou pas d'être en mode automatique ou pas? La réponse est oui, parce que on va pas développer ça pour pas trop compliquer l'appréhension de ces réglages qui sont quand même des réglages de base, mais de la même manière que oui, le logiciel va définir des valeurs par défaut qui ne sont pas absolues, mais donc qui dépendent de l'image et donc qui vont dépendre des corrections préalables qui auront été faites. Par exemple, ici, imaginons que je retire le curseur vers la droite, surveillez les valeurs, hop, elles ont bougé. Elles se sont adaptées pour essayer de produire une compensation de luminosité et de contraste qui soit optimale par rapport au réglage que j'ai fait au préalable. Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait cette adaptation-là, ben, c'est simple, vous décliquez ces valeurs et là vous avez la main sur les valeurs que vous voulez prescrire. Voilà, on n'en dira pas plus parce que ça peut vous sembler un peu compliqué. En réalité, ça ne l'est pas. Mais voilà, il faut juste savoir qu'il y a des interactions entre les curseurs, justement parce que le logiciel essaye en permanence de vous proposer le rendu idéal. Mais vous pouvez le débrayer, vous pouvez en permanence débrayer les automatismes qui ne vous conviennent pas. Ce lighting, on va le voir sur une autre image. Donc ça c'est une photo de théâtre. Je vais décocher un peu tout là pour voir l'effet du lighting. Donc la compensation de l'exposition, éventuellement on peut tirer un peu le curseur, mais surtout on va observer l'effet du lighting sur cette image. Donc là c'est assez impressionnant puisque avec cet éclairage très rouge que j'avais shooté en sous-exposition pour éviter de brûler les visages, eh bien on voit avant-après, donc ça c'est en mode léger. En mode moyen, on retrouve encore plus de détails. Et en mode fort, là c'est assez étonnant, hein, la différence des zones qu'on pensait perdues, plongées dans le noir, eh bien on retrouve des détails. Mais là, je vous entends penser, vous êtes en train de vous dire, oui mais c'est assez horrible le bruit que ça a généré derrière. Donc effectivement c'est normal puisque les photosites du capteur n'ont enregistré pour ces zones que très peu d'informations, donc la proportion de bruit est élevée,
Et ce que fait le DxO Lighting, c'est amplifier le signal. Évidemment, il va amplifier l'information, mais il va également amplifier le bruit. Donc on va se rapprocher un peu de cette... essayer de visualiser ce bruit. Et là, vous vous dites, mon Dieu, hein, voilà. Hein, donc c'est bien beau le lighting, mais si ça produit ce résultat calamiteux, ça vaut peut-être pas la peine. Hein, et bien si, parce que évidemment, si Optix Pro a osé aller aussi loin hein, dans cette fonction de compensation, d'optimisation des tonalités, c'est parce qu'ils ont aussi un module de bruit, de réduction du bruit exceptionnel. Donc, souvenez-vous de l'avertissement. Si on ne voit pas le bruit, si on voit encore le bruit, alors même que je viens de recocher ici la correction de bruit dans la palette, si on voit toujours ce bruit monstrueux, c'est tout simplement qu'on a un niveau d'affichage qui est inférieur à 75%. Donc je vais enlever cet affichage et je vais basculer de 70 à 80% et vous allez voir donc en direct l'effet du traitement du bruit. C'est assez impressionnant. Hein. Voilà le bruit. Voilà l'image en réalité telle que vous l'obtiendrez. Donc le bruit a été complètement supprimé. C'est à peine si on voit en zoom 100% un très léger moutonnement en luminance qu'on peut d'ailleurs supprimer si on le désire en tirant le curseur de réduction du bruit en luminance un peu plus fort, au risque évidemment de perdre beaucoup d'informations, de détails fins de l'image. Donc voilà, ça montre une fois encore à quel point le Optix Pro, les fonctionnalités d'Optix Pro, c'est un ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble cohérent, tout fonctionne ensemble, et le lighting, surtout pour des photos comme celle-ci qui ont été prises à des sensibilités élevées, eh bien, est quelque chose qui s'appuie aussi sur d'autres fonctionnalités fortes du logiciel, notamment la réduction du bruit. Donc, bien, la transition est toute trouvée puisque c'est ce qu'on va observer à présent. Donc, j'ai sélectionné une image. Alors là, on va tout décocher pour ne pas avoir d'interférence dans la visualisation. On va juste laisser, si je clique à côté, ça ne va pas aider. Pareil pour la netteté de l'optique. Donc voilà, là on se retrouve avec donc la balance des blancs, on peut même la décocher, et le lighting aussi. Donc cette image là a été prise à sensibilité relativement élevée. Ce que je vais faire quand même, c'est faire une compensation de l'exposition pour mieux visualiser le bruit. Je pense que ça va être beaucoup plus visible pour vous là. Donc ce bruit, il a plusieurs composantes. Celle qu'on voit de manière la plus évidente, c'est ce qu'on appelle le bruit haute fréquence. C'est tous ces petits grains, tous ces pixels aberrants qu'on voit colorés, hein, rouge, vert, bleu. Ici, il y a pas mal de bleu. On va se mettre à 100% pour voir ça un peu mieux. Évidemment, non, ça c'est la bug. Il fallait pas que je le fasse. Parce que sinon on voit justement l'effet du bruit, donc bon, je vais le décocher, je vais me mettre à 100%. Donc on distingue très bien ce bruit haute fréquence, hein, tous ces pixels aberrants, on a l'impression que c'est des pixels morts, en réalité non, c'est juste des pixels qui ont saturé dans une couche et qui se traduisent par ces pixels, par ces points de couleur aberrants. Je vais vous montrer l'effet progressif
du réglage. Donc là, évidemment, tout est à 0, donc il ne se passe rien. Le curseur de luminance détail va faire justement disparaître ce bruit haute fréquence. Donc il suffit de le tirer un peu, en réalité, à 10-12, la quasi-totalité est déjà partie. Alors là aussi, Optix Pro prescrit une valeur. Donc là, il a prescrit celle-ci. C'est la valeur conseillée en fonction, d'une part, de la caractérisation qui a été faite, donc là, non pas de l'optique, mais du capteur, mais aussi eh bien, des réglages qu'on a pu faire, parce que en imaginant qu'on ait shooté une image très très sous-exposée, eh bien, et qu'ensuite on redresse l'exposition avec la compensation d'exposition, eh bien c'est quelque chose qui aura une incidence forte sur le bruit, puisque ça va le faire augmenter. Et donc le logiciel adaptera le niveau de réduction du bruit suggéré en fonction donc de ces réglages qui ont été faits au préalable. Là, ben oui, j'ai justement tiré le curseur à 1 pour éclaircir un peu l'image. Vous voyez d'ailleurs que en le mettant à sa valeur, eh bien, la prescription du logiciel qui était de 35 tout à l'heure est repassée à 31, c'est-à-dire que du coup, on a besoin de moins de, moins de traitement du bruit. Et là, en augmentant, on a besoin de plus de traitement, donc la valeur augmente. Évidemment, vous pouvez la modifier. Hein. Si vous trouvez que c'est un peu trop, eh bien, ou pas assez, vous pouvez la régler. Donc à tout moment, vous faites un double clic et vous retrouvez la valeur prescrite. Bruit en luminance, contraste, l'effet, il y a encore un effet de réduction du bruit qui ne laisse ensuite apparaître qu'un autre type de bruit qui est ce qu'on appelle le bruit basse fréquence. Donc si tous les petits points colorés aberrants ont disparu de l'image, en revanche, on voit qu'il reste des affreuses taches colorées, et malheureusement souvent les autres logiciels ou même les plugins de réduction du bruit des fichiers JPEG ont beaucoup de mal avec ce bruit basse fréquence qui est de loin le plus difficile à retirer et qui pourtant est extrêmement gênant lorsqu'il apparaît sur les aplats de couleurs, un visage ou donc eh bien c'est le curseur de chrominance qui va se charger de supprimer ce bruit basse fréquence. Regardez, on va le tirer un petit peu. Et on va le tirer franchement. Et on voit que le bruit disparaît. On va le voir encore mieux. Donc je vais remettre tous les curseurs à 0 parce que j'ai un superbe aplat de couleurs. Parce que c'est vraiment là que c'est très difficile que les autres logiciels achoppent dans la tentative de réduire ce problème. Donc là, on a cette enseigne. Hein, l'automatisme donc de ce curseur a très bien retiré le grouillement de bruit qu'on peut voir, hein, de bruit haute fréquence. Donc tous les petits points ont disparu. Donc il reste toutes ces tâches, dont une partie va disparaître grâce à l'autre curseur de luminance sur le contraste, mais il reste encore voilà ces grosses tâches. Et c'est le curseur de chrominance. Donc je ne vous refais pas la progressivité, je vais directement demander la valeur automatique prescrite. Et là, c'est vraiment très impressionnant. D'une part, tout le bruit basse fréquence a disparu, donc en réalité tout le bruit a disparu, alors qu'il était, je ne sais pas si vous avez la mémoire de ce que c'était ça quand même au départ. Hein. Donc tout le bruit a disparu, mais en plus de ça, il n'y a eu aucun affaissement de la saturation des couleurs, c'est-à-dire que la saturation des couleurs a été préservée et pas d'affaissement non plus de la netteté de l'image. On voit ici par exemple les inscriptions sont toujours parfaitement définies alors qu'on a quand même fait
un travail important de nettoyage de l'image. Donc voilà, c'est en ce qui me concerne, c'est ce qui m'avait attiré en premier lieu dans Optics Pro. En tant que photographe de théâtre, je combats le combat contre le bruit, un combat de longue date et quotidien. Bon, depuis le logiciel s'est considérablement étoffé et il ne peut pas se résumer à une seule de ses fonctions, que ce soit les modules optiques, la réduction du bruit en RAW ou voilà, tous ces autres points forts. Mais celui-ci est vraiment un point fort qui fait la différence par rapport à tous les autres logiciels, y compris les plugins spécialisés qui ne sont pas en mesure d'obtenir ce résultat. D'abord parce que ils ne sont pas capables de travailler sur des fichiers RAW. Or, seul le travail sur le fichier RAW, donc sur les données brutes, permet d'arriver à un résultat aussi parfait. Si vous avez des JPEG, eh bien, une grande partie du travail sera fait, mais dans certaines situations, pas de façon aussi qualitative que ce que vous avez vu là. Je vois que l'heure tourne de façon assez terrible, donc on va essayer d'accélérer un peu. Je n'ai pas de message horrifié de la part du staff, donc j'espère que vous êtes encore tous là, pas endormis. On va essayer d'accélérer un peu la manœuvre pour parler des autres corrections optiques. Donc la distorsion, lorsqu'un module optique est disponible, eh bien autant utiliser la version auto basée sur le module optique. Il n'y a aucune raison de faire un autre choix. Donc là on voit l'horizon classiquement penché lorsque une optique grand angle a été utilisée. Et donc voilà, en fait il n'y a rien à faire. On voit aussi d'ailleurs que l'assombrissement des coins, qui est le vignettage, est aussi corrigé, parce que là j'ai à nouveau tout coché. Donc voilà, là en gros il n'y a rien à faire. Seulement si on reprend cette image, vous voyez que comme le module optique n'était pas disponible pour cette image, eh bien je perds la possibilité de l'automatisation de la distorsion, et je suis obligé de le faire manuellement, ce qui se fait également relativement simplement, mais bien sûr de manière moins précise, moins exacte que lorsque le module optique est disponible. Le vignettage, donc là, là tout est coché encore. Oui, alors vous avez ce clignotement avant-après lors de l'ouverture d'une image. C'est quelque chose qui est automatique, qui peut finir par être vite agaçant. Alors heureusement, il se désactive dans les préférences affichage. Là, vous décochez afficher l'image sélectionnée au clignotement devant, derrière lors du passage dans l'onglet personnalisé. Voilà. Bon, c'est ce que là je l'avais recoché pour ce webinaire, mais c'est quelque chose qui m'a très vite énervé, moi. Donc c'est décoché en permanence chez moi. Donc le vignettage, donc là on voit. Je vais supprimer la correction de la distorsion parce que sinon ça va faire trop bouger l'image. Voilà l'effet du vignettage, on le voit très bien sur cette image. Avant, après, donc qu'on peut voir comme ça. Hein. Les coins, la périphérie de l'image qui est assombrie. Si vous regardez le centre de l'image, quand je clique sur le avant-après, eh bien vous voyez quasiment aucune différence, parce que le vignettage est beaucoup plus important sur les coins et les bords de l'image. Donc là encore, hein, vous voyez, il n'y a rien d'autre à faire que constater. Mais encore une fois, si le module optique n'est pas disponible, eh bien vous aurez quand même des curseurs pour essayer de le régler
de façon manuelle. Donc j'insiste pas, il y a des réglages avancés, mais là, bon, on va pas avoir beaucoup de temps. Je préfère présenter les autres corrections. Donc les aberrations chromatiques, c'est un autre défaut optique. Là, j'ai trouvé un exemple où on voit cette frange violette sur au-dessus, et vous voyez là, et là, et bon, là c'est pareil, il n'y a rien d'autre à faire que cocher suppression des aberrations chromatiques pour qu'elles disparaissent immédiatement. Si certaines n'ont pas disparu, ou si elles n'ont pas disparu complètement, vous avez à votre disposition des curseurs d'intensité et de taille. Vous pouvez aussi cocher la réduction des franges violettes lorsque vous êtes dans des contextes où ces franges peuvent apparaître. On arrive enfin à la netteté de l'optique, et là on en aura fini avec tout ce qui est disponible dans le module premier pas, enfin dans l'espace de travail premier pas, et dans bien des cas en fait vous aurez terminé à ce moment-là votre travail de préparation d'image. Après on ira voir des cas de traitements spéciaux qu'on peut faire, et il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on pourra tout voir. Je regarde le chat, je n'ai toujours pas de carton jaune de la part du staff de DxO Labs, donc je continue. J'espère que vous êtes toujours là tous. Donc la netteté de l'optique, donc là encore, c'est quelque chose qui ne se voit, je vais la décocher, c'est quelque chose qui ne se voit que en zoom supérieur à 75%. Donc là on est à 100%. Là c'est l'image sans netteté de l'optique activée. Et donc là, je vais l'activer en cochant la case dans la palette. Et voilà. Donc, avant, après, c'est assez impressionnant. Alors même que, par défaut, la valeur médiane qui correspond, donc qui est à 0, alors attention, 0, ça ne veut pas dire du tout pas de correction globale, ça veut juste dire que on est très exactement à un niveau de correction qui correspond à la caractérisation qui a été faite par le module optique. Donc si on trouve qu'il y en a un peu trop, eh bien il suffit de réduire cette valeur. C'est d'ailleurs la valeur par défaut qui est prescrite. Il vaut mieux mettre par défaut un peu moins de netteté, parce que en particulier si vous faites des tirages de très grand format, pour un tirage de petit format, vous pouvez remettre à 0, et même pousser encore un peu plus la valeur, parce que il ne devrait normalement pas y avoir de création d'artefacts. En tous les cas, il serait redimensionné au moment de l'impression en petit format. Mais bon, je vous déconseille de rester à une valeur 0 ou à la valeur prescrite de moins 0,5. Là, on va pas avoir le temps de sculpter l'image dans ces détails, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la netteté non seulement a été relevée, mais elle a été homogénéisée, ce qui veut dire donc que le niveau, c'est en ça que ça diffère fondamentalement d'avec une accentuation classique qui procède à une accentuation globale sur l'image, c'est-à-dire que chaque pixel de l'image est accentué de la même manière, alors que cette fonction de netteté de l'optique va faire une augmentation, va faire une accentuation qui va être différenciée en fonction de la faiblesse de l'objectif. Donc elle va être plus forte là où l'objectif est faible, et beaucoup moins forte, voire nulle, pour certains objectifs qui sont excellents. Donc elle va n'avoir aucun effet, puisque elle ne va pas rehausser la netteté d'une optique qui produit une image parfaitement nette. Donc là, c'était pas le cas, hein. Donc on voit l'effet ici avant-après.
Donc on en a fini avec avec ce que moi j'appelle les fondamentaux, hein, qu'Optix Pro a choisi d'appeler premier pas. Là vous voyez la palette des XO FinPack, c'est quelque chose qui n'est pas inclus, hein, avec Optix Pro. FinPack est un plugin enfin un plugin et même un module autonome de simulation de films argentiques, mais pas que. Il propose également de très nombreux filtres créatifs, etc. Donc bon, c'est pas le lieu pour en parler, mais intégré, lorsque FinPack est intégré à Optix Pro, ça présente un avantage, c'est qu'il s'inscrit dans le flux de travail non destructif en RAW, c'est-à-dire que tout est toujours réversible à tout moment. Alors que quand il a un module, un module autonome, donc un logiciel indépendant, voilà, comme n'importe quel logiciel, et bien là, non, il ne parvient pas à... D'abord, il n'est pas capable de travailler sur du RAW. On est obligé d'exporter un fichier RAW en format bitmap pour pouvoir l'utiliser. Mais en plus, voilà, il sort de ce travail non destructif en RAW. Donc c'est terminé pour l'interface premier pas. Donc dans l'interface utilisateur expérimenté, on va retrouver beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Les choses qui sont cochées par défaut sont seulement celles qui correspondent à l'autoréglage qui a été choisi. C'est-à-dire que si vous enregistrez un autoréglage en ayant modifié la vibrance, le rendu des couleurs ou des choses comme ça, eh bien quand vous aurez appliqué votre autoréglage à une image, vous constaterez que les, les sous-palettes ont également été cochées. Donc là, c'est ce que vous retrouverez avec l'autoréglage, le réglage par défaut V2. Hein. Voilà. Donc on a vu quasiment tout ce qui est coché ici. On va essayer de passer en revue rapidement maintenant les fonctionnalités supplémentaires. Donc vous avez une classique courbe des tonalités. Hein. Voilà, vous pouvez fixer le point noir, le point blanc, et puis augmenter le contraste, diminuer le contraste comme vous voulez. Là j'ai fait une courbe inverse en S, hein, qui aplatit le contraste, là ça augmente. Vous pouvez aussi travailler sur les couches séparées, donc traiter différemment la répartition tonale de chacune des couches RVB. Voilà, bon, c'est quelque chose qui est classique, hein. On retrouve à peu près la même chose dans les éditeurs d'images, comme Photoshop par exemple. La vibrance, eh bien, voilà, c'est aussi, il n'y a rien de spécifique par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs. On la trouve pas toujours d'ailleurs. La vibrance, c'est une saturation intelligente, c'est-à-dire que ça va augmenter la saturation, non pas de toutes les couleurs, quelles qu'elles soient, mais de façon différenciée, c'est-à-dire que la saturation des couleurs peu saturées va augmenter, alors que celle des couleurs qui sont déjà fortement saturées augmentera beaucoup moins, voire pas du tout. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser de préférence au curseur de saturation classique, sauf, bon, évidemment, si vous désirez faire un réglage créatif avec beaucoup de vibrance, avec beaucoup de saturation des couleurs, pardon. Le rendu des couleurs, ça c'est aussi ça c'est un truc à la fois intéressant et puis amusant, parce que donc par défaut, eh bien, évidemment, vous avez le rendu des couleurs d'usine, donc produit par votre boîtier, hein. Mais imaginez que vous avez acheté un, un réflexe d'entrée de gamme qui a je ne sais pas combien d'années, eh bien vous allez pouvoir vous offrir gratuitement, en choisissant dans l'option boîtier, et bien je ne sais pas, moi par exemple, aller au hasard, un D3X, et là vous allez avoir exactement, très exactement, le rendu correlu, le JPEG produit par le D3X, donc avec une adaptation de la colorimétrie RAW, plus une application du traitement
réalisé par le logiciel, donc le DSP, le micro-logiciel intégré au boîtier, donc là en l'occurrence au D3X, qui produit l'image JPEG. Et donc vous avez la quasi-totalité des boîtiers existants. Certains ont des caractérisations identiques au niveau de la colorimétrie, donc voilà, vous avez des grandes lignes avec plusieurs boîtiers. Et voilà, c'est quelque chose. Mais c'est pas seulement quelque chose d'amusant. En imaginant que vous soyez, je sais pas moi, photographe de mariage ou d'archi ou un truc comme ça, et que vous shootiez avec deux boîtiers qui sont différents, eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir homogénéiser les deux jeux de photos prises par ces deux boîtiers potentiellement très différents. Voilà, dans certaines conditions, c'est quelque chose qui peut être extrêmement précieuse. Donc il y a bien sûr un curseur d'intensité et puis aussi un curseur de protection des couleurs saturées, donc qui correspond uniquement à cette sous-palette de rendu des couleurs. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Voilà, ça n'a pas marché, donc moi j'ai pas de photo exemple géniale pour peut-être celle-là. Protection des couleurs saturées là. Voilà, si je tire fortement non, on voit rien, donc pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas de couleur extrêmement saturée là. Mais donc voilà, vous avez cette possibilité-là aussi pour essayer de préserver des couleurs très saturées. Le mode couleur, il était déjà tout à l'heure, oui, je l'ai un peu oublié en passant, il était dans le module premier pas. Voilà, les modes couleurs. Ah oui, c'était dans le module. D'accord, je comprends mieux. Je ne sais plus où je suis là, oui, voilà. Donc les modes couleurs, ça c'est quelque chose que vous n'aurez pas sur la version de base d'Optix Pro, c'est quelque chose qui vient avec le module DxO Film Pack. Donc là c'est classiquement contraste et saturation. Voilà, c'est rien de décisif, mais bon, faut savoir que c'est là, c'est pour traiter les contraste, saturation et couleurs. Vous avez aussi un également classique onglet. Pas onglet, mais palette TSL. Donc c'est teinte, saturation, luminance, où vous allez pouvoir, on va prendre une image un peu colorée, où vous allez pouvoir traiter de façon différenciée chacune des 6 teintes proposées, qui sont les trois couleurs primaires additives, rouge, vert, bleu, et puis soustractives, cyan, magenta et jaune, de l'espace CMJN. Donc par exemple les jaunes ici, donc on va essayer de bouger la teinte. Donc c'est pas une grosse réussite pour la teinte, mais voilà, vous pouvez modifier la teinte des jaunes sans toucher aux autres couleurs. De la même manière, vous pouvez modifier sa saturation sans que la saturation des autres couleurs soit impactée. Et pareil, voilà, pareil pour la luminance. Et vous pouvez faire ça individuellement pour chacune des 6 teintes proposées, ou si vous voulez plus globalement. Donc vous allez faire des espèces de virages de l'ensemble de l'image. C'est bon, c'est plutôt un outil créatif que correctif, mais oui, voilà, c'est dans certains cas d'éclairage multiple, etc. Ça peut être précieux d'avoir cette fonction TSL. La distorsion, on l'a vu. Anamorphose de volume, alors ça c'est assez difficile de trouver des images pour illustrer ça correctement. J'en ai déniché une. Donc l'anamorphose de volume va corriger, en tous les cas l'anamorphose sphérique va corriger ces déformations qu'on peut voir sur les visages, notamment lors de l'utilisation des grands angles. Donc on peut prendre ces deux visages, par exemple celui-ci, mais il y en a d'autres de ce côté. Et là, encore une fois, il n'y a rien d'autre à faire que choisir la correction. Donc ici, c'est l'anamorphose sphérique. Et cliquer sur le bouton et on voit que la déformation des visages est supprimée. Perspective horizon, mon Dieu, il est 21h25.
Toujours pas de carton jaune, bon, tout va bien. Là, bon, alors, on va essayer d'aller vite. Je vais vous faire une petite démonstration de la possibilité du logiciel pour redresser des perspectives. C'est quelque chose que ne savent pas forcément très bien faire, voire même pas du tout les autres logiciels de développement. En gros, il n'y en a qu'un seul qui a quelque chose qui approche de ça et pas et de loin pas aussi plaisant. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est, puisque je vais avoir un affichage, un double image, c'est cliquer sur F9. Ça devrait marcher, hein. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, j'ai dû taper à côté. Donc F9 permet de virer les palettes et on va pas en avoir besoin hein, pour redresser les perspectives puisque on a ce petit rappel des outils qui est très pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une correction des perspectives avec un rectangle, c'est-à-dire qu'on va commencer par tracer, on va tracer un rectangle, hein, peu importe comment on le définit, et puis on va essayer de le faire suivre des droites supposées. Donc là, j'ai choisi de m'adosser à ce bâtiment. Là, je vais faire pareil avec celui-là. On verra après pour le réglage précis des points. Donc pour l'instant, j'essaie surtout de me caler sur les verticales. Voilà. Après, j'affiche la grille pour m'aider. Et je vais essayer tout en maintenant le parallélisme ou alors, ouais. Donc essayer de faire un truc à peu près horizontal. Voilà. Et là, ça l'est à peu près. Donc oui, je pense que c'est relativement satisfaisant. Là, j'ai pas du tout regardé le moniteur de contrôle à droite. Et donc là, je le regarde. Et effectivement, on voit que les verticales ont été remarquablement redressées. Tout est parfaitement droit. Alors évidemment, il y a un petit problème, hein, c'est que l'image est tassée. Alors ça, c'est pas du tout un effet hein, de la correction qu'on vient de faire, puisque sur l'image d'origine, il y avait aussi un tassement. Donc ce tassement, on va essayer de le corriger maintenant. Donc on va repasser en affichage du résultat, donc avec une seule image. On va enlever la grille parce qu'elle ne sert plus. On va remettre les palettes et je vais essayer d'appuyer sur la bonne touche du premier coup. Bravo. Et avec les réglages avancés de l'outil perspective horizon, on va essayer de détasser l'image. Alors ça, c'est difficile à faire quand on n'est pas en face de la scène parce que là, j'ai pris cette photo il y a des lustres, donc je ne sais absolument pas combien mesurent exactement les immeubles qu'on voit. Bon, je sais à peu près, hein, mais donc il peut être utile de s'appuyer sur des éléments présents dans la scène dont on connaît à peu près les proportions. Alors là, je vais zoomer sur les personnages. Alors, là, il m'a l'air franchement tassé. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tirer ce curseur de rapport horizontal-vertical pour essayer de redonner à mes éléments témoins, dont je connais à peu près les proportions, sauf bon, je ne pense pas que les Français soient un peuple de petits gros tassés, donc je vais essayer de les étirer un peu. Donc là, ça commence à être raisonnable. Les gens ont l'air d'avoir une allure à peu près normale. Là, malheureusement, il n'y a pas d'automatisme possible, donc il faut faire ça à l'œil. Hein. Voilà, ben, je pense que c'est pas mal du tout. Et à ce moment-là, ben, l'image est terminée. Voilà. Et c'est quelque chose qui est pas simple du tout à faire dans un éditeur d'image, ça, y compris Photoshop. Et là, en quelques minutes, on a réussi à obtenir une image parfaitement droite, exactement comme si on avait shooté avec un objectif à bascule et décentrement qui coûte un œil et un bras. Donc là, ça vous coûtera juste le prix du logiciel. Et on va terminer cette présentation par eh bien, ce qui est un autoréglage. Hein. Là, on a l'éditeur d'autoréglage. Je n'ai pas trop eu le temps de vous en parler parce qu'on a déjà débordé méchamment, mais tout est accessible,
tous les autoréglages sont accessibles par cette palette, hein, y compris ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire le HDR mono-image. Donc c'est ici que vous allez pouvoir enregistrer votre autoréglage. Imaginons par exemple que ce qu'on vient de faire, on a envie de le reproduire et de l'enregistrer en tant que preset, en tant qu'autoréglage. Eh bien, il suffit de cliquer sur enregistrement et voilà, c'est comme ça par exemple que j'ai créé mon autoréglage théâtre ici. Donc là, on va essayer de regarder comment fonctionne le HDR mono-image. Et on en aura terminé pour aujourd'hui. Donc là, je vais vous sélectionner trois photos. Donc les deux premières ont été prises à Bilbao. C'est des photos du musée Guggenheim. Donc un jour, il venait terminer de pleuvoir. C'était un jour assez bon, un peu tristos. Évidemment, pour la photo, c'est assez catastrophique parce que les contrastes sont laminés. Les images par défaut, comme ça, paraissent relativement fades. Et c'est là que le HDR mono-image, qui n'est pas vraiment du HDR, en ce sens qu'on ne va pas utiliser d'opérateur de tone mapping proprement dit, mais en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter la réserve de dynamique qui est contenue dans le fichier RAW et que n'a plus le JPEG. C'est-à-dire que là, le HDR mono-image, si vous êtes en JPEG, vous allez avoir une latitude d'intervention qui va être moindre, ou en tous les cas ça risque de se traduire par des artefacts parce que eh bien voilà, un JPEG c'est un JPEG, il n'a de réserve de rien du tout, il a été compressé, donc toutes les opérations que vous allez pouvoir faire dessus vont avoir un effet destructeur. En RAW en revanche, un RAW est codé en 12 bits ou 14 bits, donc par rapport aux 8 bits du JPEG, il y a quand même une très forte réserve de dynamique, un rapport 16 même, hein, entre un RAW 12 bits et un JPEG 8 bits, et donc encore plus évidemment lorsque le RAW est 14 bits. Bon, c'est pas si précis que ça parce qu'il y a aussi le niveau de bruit qui intervient hein, pour quantifier cette réserve de dynamique, mais en tous les cas, si le HDR mono-image n'est pas du HDR proprement dit, il permet donc d'essayer d'aller chercher cette dynamique là où elle est et là où elle n'est pas utilisée. Le logiciel propose 3 niveaux, léger, réaliste et artistique. Donc on va voir sur mes images témoins ce que ça donne. Donc je vais double-cliquer sur léger. Donc on voit que eh bien l'image a gagné un temps contraste, hein. On peut voir avant-après. Je vais décocher tous les autres réglages parce que sinon ça perturbe la visualisation du avant-après. Hein. Donc ça aussi, ça aussi, ça aussi. Oui, bon, en fait, en gros, j'ai tout décoché. Donc je réapplique le HDR léger. Donc là, on voit le avant-après. On a l'impression qu'il y a un voile gris qui s'est levé. Et l'image est déjà beaucoup plus plaisante. On peut aller plus loin encore avec le HDR réaliste. Alors là, ça commence à ressembler un petit peu à une image HDR, entre guillemets, dans la mesure où les ombres ont été beaucoup relevées, la dynamique a été compressée. Là, on voit pas il est là-haut. Donc, on voit pas ce que devient l'histogramme, mais ça serait intéressant à regarder. Mais là, on va quand même accélérer. Et le HDR artistique, eh bien là, on a non seulement une compression de la dynamique, donc toute la dynamique du RAW rassemblée dans le JPEG, mais en plus de ça, on a appliqué une augmentation de contraste local. Ça, ce sont des opérateurs très précieux qu'on trouve dans les logiciels HDR, hein, mais voilà, c'est ça qui est utilisé ici pour donner ce rendu. Et quand on fait l'avant-après, c'est quand même assez étonnant et non destructif, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exploser les artefacts ou inverser des couleurs, etc. Des choses qu'on peut trouver dans les opérateurs de tone mapping du vrai HDR. Là, il faut vraiment voir ça comme une amélioration de l'image en utilisant des outils légaux, j'allais dire, des outils qu'on
qu'on trouve dans la palette. Hein. Tous sont disponibles, donc à la main, en fait, vous pourriez obtenir un résultat comme ça, à part que là, il vous suffit de faire un double clic. Deuxième exemple, avec cette seconde image prise à peu près au même endroit, au même moment. Donc le HDR léger. J'ai encore la distorsion cochée. Voilà, je vais rester comme ça. HDR léger. Donc c'est déjà mieux. Hein. Là c'est pareil. Le HDR léger, je supprime une espèce de voile hein, qui apparaît sur les images qui ont été prises dans des conditions de luminosité peu plaisantes. Hein. Donc léger, réaliste. Donc là on voit là cette compression de la dynamique. Hein. Donc ça fait une image qui manque un peu de contraste en général, hein, le HDR réaliste. J'ai tendance à préférer les deux autres, et l'artistique ici qui ne va pas trop loin. Il y a des situations où vous verrez ça a tendance à aller un petit peu trop loin. Là ça va pas trop loin du tout, c'est même extrêmement plaisant, hein, le avant-après. L'augmentation du contraste local n'est pas exagérée. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire que cette photo aurait pu être prise. Mais voilà, on reste quand même dans le domaine du réaliste. Et enfin, dernière image, et on en aura terminé. C'est pareil, je vais virer la distorsion, sinon. Donc là, on voit l'image d'origine. Voilà l'effet du HDR léger, avant-après. L'effet du HDR réaliste. C'est vraiment très intéressant dans l'éclairage des zones sombres. Il y a beaucoup de choses qui sortent de l'ombre. Et là, un peu comme tout à l'heure, si vous zoomez dans l'image, par exemple, bon, on va le faire sur l'image HDR artistique parce que c'est encore plus impressionnant. Donc voilà le résultat, voilà ce que vous aviez avant, voilà ce que vous avez maintenant. Bon, on peut ne pas apprécier les couleurs, ce que sont devenues les couleurs, mais en réalité elles étaient là déjà, quoi. Il n'y a eu aucune exagération, juste voilà, c'est une image qui est donnée l'impression d'être fermée et qui tout d'un coup respire comme ça. Vous pouvez évidemment ensuite retourner dans les palettes de réglage pour affiner les rendus. Hein. Et si on zoome, il doit avoir la mémoire sur la mémoire virtuelle. Là. Il y a quelque chose qui fatigue. Là. Bon, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Donc, ouais, ce que je voulais vous montrer là, c'est que là, vous devez distinguer que énormément de bruit. Donc, je ne peux pas m'approcher plus que ça, donc je ne m'approcherai pas plus. Donc là, on voit énormément de bruit, mais voilà, comme toujours, hein, c'est normal, c'est parce qu'on est en zoom 75% et que les zones sombres ont été très nettement relevées. Là, on voit qu'il n'y a quasiment pas de détails et le logiciel est allé chercher des détails là où on n'en voyait pas. Évidemment, ça a fait augmenter le bruit, mais ce bruit en visualisation 100% eh bien, disparaît complètement grâce au module de réduction du bruit. Et voilà, et j'ai fait beaucoup plus long que prévu. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à des questions auxquelles n'aurait pas répondu le staff. Donc là, j'attends leurs instructions. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir assisté aussi nombreux à cette présentation. Et donc là j'attends de savoir ce qu'on peut faire encore, s'il est raisonnable d'encore présenter des choses ou de préciser des choses qui éventuellement n'auraient pas été très claires. En tous les cas, merci à vous.